Quand vous sacrifiez tout pour ceux que vous aimez, qu'attendez-vous en retour? De la gratitude? Du respect? Ou simplement le silence? Bonjour, je m'appelle Camille. Aujourd'hui, j'ai 63 ans et je vais vous raconter l'histoire qui a tout changé dans ma vie. Avant de commencer, je vous demande gentiment de vous abonner à cette chaîne, de laisser un like sur cette vidéo et de commenter d'où vous nous écoutez. Cela m'aide énormément à continuer à partager ces histoires avec vous. Merci du fond du cœur. Alors, laissez-moi vous ramener à ce jour précis, ce jour où tout s'est effondré. J'avais 58 ans à l'époque. Je venais de vivre la semaine la plus extraordinaire de toute mon existence. 7 jours aux Maldives. 7 jours de rêve pur. Vous imaginez? Moi, Camille, une simple employée administrative de chez Renault, marchant pieds nus sur du sable blanc, regardant l'océan turquoise s'étendre à l'infini. C'était irréel. Ce voyage, je ne l'avais pas payé moi-même. C'était un cadeau de mon entreprise, une récompense pour 20 années de service dévoué. 20 années où je n'avais jamais pris de vraies vacances. 20 années où j'avais tout donné pour mes enfants, Élise et Thomas. Mes 2 trésors. Enfin, c'est ce que je croyais à l'époque. Durant ces 7 jours, j'ai enfin respiré. J'ai regardé le soleil se coucher sur l'eau en sirotant un cocktail. J'ai nagé entouré de poissons multicolores. J'ai marché seul le long de la plage, sentant le vent tiède caresser mon visage. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai pensé à moi. Pas aux factures, pas aux courses, pas aux problèmes de mes enfants, juste à moi. Et c'était magnifique. Je me souviens avoir pensé en souriant que j'avais mérité ça. Après tout ce que j'avais traversé, après avoir élevé mes enfants seuls quand leur père nous a abandonnés, après avoir travaillé jour et nuit pour qu'ils ne manquent de rien, j'avais enfin le droit de profiter un peu de la vie. Le retour à Paris a été brutal. L'avion a atterri sous une pluie fine et froide, typique du mois de décembre. J'ai récupéré ma valise, le cœur léger, impatiente de rentrer chez moi et de tout raconter à Élise. Elle vivait avec moi dans l'appartement du 13e arrondissement, celui que j'avais acheté des années auparavant avec mes économies. Je voulais lui montrer les photos, lui parler des couchers de soleil, des plats exotiques, de cette sensation de liberté. J'ai pris un taxi. Durant tout le trajet, j'ai regardé par la fenêtre les rues grises de Paris défiler sous mes yeux. J'étais heureuse, naïvement heureuse. Quand le taxi s'est arrêté devant mon immeuble, j'ai souri en voyant la façade familière. Mais ce sourire s'est figé instantanément. Là, devant la porte d'entrée, posée directement sur le trottoir mouillé, se trouvaient mes affaires. Pas ma valise de voyage. Non. Mes vieilles valises, celles que je gardais au fond du placard. Elles étaient pleines de mes vêtements, de mes livres, de mes souvenirs. Trempées par la pluie, abandonnées comme des déchets, mon cœur s'est serré. Je suis sortie du taxi, les jambes tremblantes, et j'ai approché lentement. C'est alors que j'ai vu le papier collé sur la porte. Un simple bout de papier blanc avec quelques mots écrits au marqueur noir. Des mots que je n'oublierai jamais. Ici, il n'y a plus de place pour toi. Ici, tu n'habites plus. J'ai lu cette phrase 3 fois, 4 fois. Comme si mon cerveau refusait de comprendre. Le chauffeur de taxi est reparti. Je me suis retrouvée seule, debout sous la pluie, devant mes propres affaires jetées à la rue. Mes mains tremblaient, tellement que j'ai eu du mal à sortir mon téléphone de mon sac. J'ai composé le numéro d'Élise. Chaque sonnerie me semblait durer une éternité. Enfin, elle a décroché. « Allô ?» Sa voix était froide, impatiente, comme si je la dérangeais. « Élise, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes affaires sont dehors ?» Il y a eu un silence, puis elle a soupiré, comme si ma question l'ennuyait profondément. « Maman, j'ai essayé de te prévenir. Maintenant, Julien habite ici. C'est mon nouveau copain. Il n'a pas envie que tu le déranges. » J'ai senti mon sang se glacer. « Me déranger? Mais c'est ma maison? Et tu es avec lui depuis 3 semaines ?» Elle a ri, un rire sec, sans chaleur. « Exactement. Il a besoin d'espace. Tu comprends, non? Tu as toujours dit que tu voulais que je sois heureuse. » J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Comment répondre à ça? Comment expliquer à sa propre fille que ce qu'elle fait est monstrueux?
J'ai juste murmuré « D'accord » avant de raccrocher. La pluie tombait plus fort maintenant. Je me suis assise sur mes valises trempées, incapable de bouger. Les passants me regardaient avec pitié en pressant le pas. J'avais l'impression d'être devenue invisible, transparente, une vieille femme abandonnée sur un trottoir. Puis j'ai pensé à Thomas, mon fils. Lui au moins, il m'aiderait. Il avait toujours été plus raisonnable qu'Élise. J'ai composé son numéro avec une lueur d'espoir. « Maman ? Tout va bien ?» Sa voix était douce, rassurante. « Thomas, j'ai besoin d'un endroit où dormir, juste quelques jours. » Élise m'a. Elle m'a mise dehors. Il y a eu un long silence, trop long. « Ah, Élise t'a virée, c'est ça ? J'imaginais bien qu'elle ferait un truc comme ça. Elle ne pense qu'à elle. » Mon cœur a bondi. Il comprenait. Il allait m'accueillir. « Alors, je peux venir chez toi ?» Nouveau silence, encore plus pesant. « Écoute, maman. Chantal a déjà rempli la maison avec toutes ses affaires et on prépare la chambre pour le bébé. On est en pleine rénovation. » J'ai senti les larmes monter. « Thomas, s'il te plaît. » Puis il a lâché la phrase. La phrase qui m'a brisée. « Il n'y reste que la niche du chien dans le jardin. Ça te va ?» J'ai raccroché sans répondre. Je suis restée là, assise sur mes valises, sous la pluie battante, pleurant en silence. Mes 2 enfants, ceux pour qui j'avais tout sacrifié, ceux pour qui j'avais renoncé à ma jeunesse, à mes rêves, à ma vie. Ils venaient de me jeter comme une vieille chose inutile. La niche du chien. Ces mots résonnaient dans ma tête. À cet instant précis, quelque chose en moi s'est brisé. Mais quelque chose d'autre est né. Une détermination froide. J'ai ouvert mon sac trempé et j'ai sorti mon portefeuille. À l'intérieur, il y avait un vieux papier plié que personne n'avait jamais vu. Un secret que j'avais gardé durant 20 années. Et ce secret allait tout changer. Je suis restée assise là, trempée jusqu'aux os, regardant ce papier plié dans mes mains tremblantes. Autour de moi, Paris continuait de vivre. Les voitures passaient en éclaboussant l'eau des flaques. Les gens rentraient chez eux, pressés de retrouver la chaleur de leur foyer. Moi, je n'avais plus de foyer, plus rien. Juste ce bout de papier et une décision à prendre. Je me suis levée lentement, mes vêtements collés à ma peau par la pluie glacée. J'ai attrapé mes valises et je me suis mise à marcher. Je ne savais pas où aller. Mes pieds m'ont porté automatiquement vers la gare de Lyon. Il devait être 22 heures passées. La gare était presque vide, illuminée par ces néons blancs qui donnent à tout un aspect irréel. Je me suis installée dans un petit café qui allait fermer. La serveuse m'a regardée avec compassion en me servant un café que je n'ai même pas bu. Il est devenu froid devant moi, tandis que je fixais le vide. Dans ma tête, tout défilait en boucle. Les visages d'Élise et Thomas quand ils étaient petits. Leurs rires, leurs câlins. Les nuits blanches quand ils étaient malades. Les sacrifices quotidiens. Quand leur père est parti, Élise avait 7 ans et Thomas 10. Il nous a laissés sans un mot, sans argent, sans rien. J'ai dû trouver 2 emplois pour payer le loyer, la nourriture, les vêtements, l'école. Je dormais 4 heures par nuit. Parfois moins. Je mangeais les restes de leurs assiettes pour économiser. Je portais les mêmes vêtements pendant des années. Mais eux, ils ne manquèrent de rien. Jamais. Je voulais qu'ils aient une vie normale. Qu'ils ne sentent pas le poids de notre pauvreté. Et j'y suis arrivée. Ils ont eu des études, des vacances, des cadeaux. Tout ce qu'un enfant mérite. Mais visiblement, ça ne suffisait pas. Ou peut-être que ça les a rendus égoïstes, incapables de voir au-delà de leurs propres besoins. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de ma banque. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour taper mon code. Puis l'écran s'est affiché. Le solde de mon compte épargne. Celui que personne ne connaissait. 1 032 000 €. J'ai fixé ces chiffres longtemps. Très longtemps. Cet argent, je l'avais économisé centime par centime durant 20 ans. Chaque prime de fin d'année. Chaque heure supplémentaire. Chaque bonus. Au lieu de me faire plaisir, au lieu de voyager ou de m'acheter des choses, je mettais tout de côté. Pour eux. Pour Élise et Thomas. Je voulais leur laisser quelque chose quand je ne serai plus là.
une sécurité, un héritage, pour qu'ils pensent à moi avec tendresse, pour qu'ils se disent que leur mère, même partie, continuait de veiller sur eux. Quelle idiote j'avais été. Ils ne méritaient pas cet argent, ils ne méritaient rien. La serveuse est venue me dire gentiment qu'elle fermait. Je me suis levée, j'ai laissé quelques pièces sur la table et je suis sortie dans la nuit froide. J'ai marché sans but pendant des heures. Mes valises roulaient bruyamment sur les pavés mouillés. À un moment, je me suis retrouvée devant un hôtel miteux près de la Bastille. J'ai pris une chambre pour la nuit. Elle sentait le renfermé et la cigarette froide. Le lit grinçait. Mais au moins, j'avais un toit. Je me suis allongée tout habillée, incapable de dormir. Mon esprit tournait à plein régime. Et c'est là, dans cette chambre sordide, que j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais pas mourir misérable et seule en attendant que mes enfants réalisent leur erreur. J'allais vivre, pour moi, vraiment vivre. Le lendemain matin, j'ai pris une douche brûlante dans cette salle de bain minuscule. Je me suis habillée proprement. J'ai séché mes cheveux. Je me suis regardée dans le miroir fissuré. J'avais l'air épuisé, les yeux rouges, les traits tirés. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans mon regard. Une détermination que je ne me connaissais pas. J'ai quitté l'hôtel et je me suis rendue directement dans une agence immobilière près de Châtelet. C'était une petite agence avec des affiches de maisons dans la vitrine. Je suis entrée. Un homme d'une 50aine d'années, costume gris, m'a accueilli avec un sourire professionnel. Il s'appelait Monsieur Bertrand. Je me suis assise face à lui et j'ai dit calmement ce que je voulais faire. Vendre 2 biens immobiliers, simultanément, rapidement. Il a froncé les sourcils, surpris. 2 biens, en même temps? C'est inhabituel, madame. J'ai sorti les documents de propriété que je gardais toujours dans mon sac. Le premier concernait mon appartement dans le 13e arrondissement. Celui où Élise vivait. Celui dont elle venait de me chasser. Le deuxième concernait l'appartement du 15e arrondissement. Celui que j'avais acheté pour Thomas quand il s'était marié avec Chantal. Je ne lui avais jamais demandé de loyer. C'était un cadeau. Un acte d'amour maternel. Monsieur Bertrand a examiné les papiers attentivement. Ces biens sont occupés actuellement? J'ai hoché la tête. Oui, par mes enfants. Il a relevé les yeux, mal à l'aise. Vos enfants? J'ai soutenu son regard sans ciller. Mes enfants, ils ont 30 jours pour quitter les lieux. C'est légal, non? Il a hésité, puis a acquiescé lentement. Oui, c'est légal. Vous êtes propriétaire. Vous avez tous les droits. Nous avons passé 2 heures à remplir des formulaires, à signer des documents, à fixer des prix de vente. L'appartement du 13e valait environ 350 000 €. Celui du 15e, un peu plus grand, valait 400 000. Monsieur Bertrand m'a assuré qu'il trouverait des acheteurs rapidement. Paris manquait cruellement de logements. En sortant de l'agence, j'ai ressenti un mélange étrange. De la culpabilité, oui, mais aussi une libération immense. Comme si un poids de plusieurs tonnes venait de glisser de mes épaules. J'ai marché jusqu'à un bureau de poste. J'ai acheté 2 grandes enveloppes Kraft. Et là, assise à une table publique avec un stylo tremblant, j'ai écrit 2 lettres. Une pour Élise, une pour Thomas. J'ai pris mon temps. Chaque mot devait être pesé, chaque phrase devait être claire. Élise, Thomas. Vous ne le savez pas, mais pendant 20 ans, j'ai économisé chaque centime. J'ai travaillé en double. J'ai renoncé à tout, pour vous laisser un héritage. 1 million d'euros. C'était pour vous, quand je mourrais, pour que vous ayez une sécurité, pour que vous pensiez à moi avec tendresse. Mais je ne vais pas mourir maintenant. Et vous? Vous m'avez traité comme une moins que rien. Élise, tu m'as chassée de ma propre maison pour un homme que tu connais depuis 3 semaines. Thomas, tu m'as proposé la niche du chien. Je vous ai élevé seul. Quand votre père nous a abandonnés, j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement. J'ai dormi 4 heures par nuit pendant des années. Je n'ai jamais pris de vacances. Je n'ai jamais rien acheté pour moi. Tout était pour vous. Et quand j'ai enfin pris 7 jours pour moi, je suis revenu sans toi. Alors j'ai décidé quelque chose. Je mérite de vivre. Les appartements sont vendus. Celui du 13e et celui du 15e.
Vous avez 30 jours pour partir. L'argent est à moi. Je vais l'utiliser pour recommencer. Je vous laisse 10 000 € chacun. Le reste m'appartient. Peut-être qu'un jour, vous comprendrez qu'une mère n'est pas une employée, pas un meuble, pas une garantie éternelle. C'est quelqu'un. Et quelqu'un se fatigue. Camille. J'ai relu ces lettres plusieurs fois. Mes mains tremblaient. Des larmes coulaient sur le papier, brouillant l'encre par endroits. Mais je n'ai rien changé. J'ai mis chaque lettre dans une enveloppe. J'ai ajouté dans chacune un chèque de 10 000 €. Puis j'ai envoyé le tout en recommandé avec accusé de réception. C'était fait. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. En sortant de la poste, le ciel s'était éclairci. Un rayon de soleil perçait entre les nuages gris. J'ai levé les yeux vers cette lumière et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. De l'espoir. Un espoir fragile, mais réel. J'allais reconstruire ma vie, loin d'ici, loin d'eux, pour moi. Les jours suivants ont été étranges. J'ai continué à vivre dans ce petit hôtel miteux près de la Bastille. Chaque matin, je me réveillais avec cette sensation bizarre d'être en suspension. Comme si ma vraie vie n'avait pas encore commencé. J'évitais de penser à Élise et Thomas. Chaque fois que leur visage apparaissait dans mon esprit, je sentais une douleur aiguë dans ma poitrine. Alors je me forçais à penser à autre chose, à l'avenir, à ce que j'allais faire de ma nouvelle liberté. J'ai commencé à chercher sur Internet, des destinations où recommencer, des endroits calmes, loin de Paris, loin du bruit, loin des souvenirs. J'ai regardé des photos de la Bretagne, de la Provence, du Sud-Ouest, mais rien ne me parlait vraiment. C'était encore la France, encore trop proche. Puis un soir, en faisant défiler des images au hasard, je suis tombée sur une photo d'une petite ville italienne. Des maisons anciennes aux façades ocre et jaune, des ruelles pavées étroites, des collines vertes en arrière-plan. Le nom de la ville était Lucca, en Toscane. Quelque chose en moi s'est réveillé. J'ai cliqué sur l'image, j'ai lu des articles, j'ai regardé des vidéos. Lucca semblait être un endroit hors du temps, une ville paisible où les gens vivaient simplement, où personne ne me connaîtrait, où je pourrais être juste Camille, pas la mère abandonnée, pas l'employé dévoué, juste moi. J'ai passé la nuit entière à chercher des informations. Le coût de la vie là-bas était raisonnable. On pouvait acheter une petite maison avec jardin pour moins de 300 000 €. Le climat était doux, les gens accueillants. Plus je lisais, plus je me sentais attirée. C'était comme si cette ville m'appelait. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. J'allais partir en Italie, pour de bon. Je n'allais pas attendre. Je n'allais pas hésiter. J'ai acheté un billet de train pour Lucca. Départ dans 3 jours. Aller simple. Pendant ces 3 jours, j'ai liquidé le peu d'affaires qui me restait. J'ai vendu ou donné presque tout. Je ne voulais rien emporter de mon ancienne vie. Juste quelques vêtements, quelques photos de moi enfant avec mes parents disparus et ce fameux papier plié dans mon portefeuille. Le reste pouvait brûler. Le 3e jour, j'ai reçu un appel de M. Bertrand, l'agent immobilier. Il avait trouvé des acheteurs pour les 2 appartements. Des offres solides. Les ventes pourraient être finalisées rapidement. J'ai accepté sans poser de questions. Tout allait très vite maintenant. Comme si l'univers entier conspirait pour que je parte. J'ai également reçu les confirmations de réception des lettres recommandées. Élise avait signé pour la sienne. Thomas aussi. Il savait maintenant. Il savait tout. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je savais qu'ils allaient essayer de m'appeler, de me supplier, de me culpabiliser. Mais je ne voulais pas entendre leur voix. Pas encore. Peut-être jamais. Le jour du départ est arrivé. Je me suis levée tôt. J'ai fait ma valise une dernière fois. Une seule petite valise. Tout ce qui restait de 58 années de vie. J'ai quitté l'hôtel et je me suis dirigée vers la gare de Lyon. Le train partait à 10 heures. J'étais en avance. Je me suis assise sur un banc en attendant l'ouverture des portes. Autour de moi, les gens couraient dans tous les sens. Des familles, des couples, des voyageurs solitaires. Chacun avait sa propre destination, sa propre histoire. Et moi, j'avais enfin la mienne. Quand l'annonce du départ a retenti, je me suis levée. J'ai marché vers le quai. J'ai monté dans le wagon. Je me suis installée près de la fenêtre.
Et quand le train a commencé à bouger, j'ai regardé Paris s'éloigner lentement. Les immeubles gris, les rues animées, ma vie entière qui disparaissait derrière moi. Attendez, avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose rapidement. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Cela m'aide vraiment beaucoup. Merci. Le voyage a duré plusieurs heures. J'ai traversé la France, puis la frontière italienne. Les paysages changeaient progressivement. Les champs plats laissaient place à des collines douces. Le ciel devenait plus lumineux. L'air semblait plus léger. Je ne parlais à personne. Je restais là, le front contre la vitre froide, regardant défiler ce nouveau monde. À un moment, une vieille dame assise en face de moi m'a souri gentiment. Elle avait des yeux pétillants et des mains ridées qui tenaient un livre. Elle m'a demandé en italien où j'allais. J'ai répondu dans mon italien approximatif que j'allais à Lucca. Elle a hoché la tête avec approbation. Bella città, molto tranquilla. Une belle ville, très calme. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Du calme, de la paix. Un endroit où respirer sans avoir peur. Quand le train est arrivé à Lucca, il faisait déjà nuit. Mais même dans l'obscurité, je pouvais sentir que cet endroit était différent. L'air sentait bon, un mélange de pierres anciennes et de végétation. Les lumières des réverbères créaient une atmosphère chaleureuse. Je suis sortie de la gare avec ma petite valise. J'avais réservé une chambre dans une pension de famille pour quelques nuits. Le temps de trouver quelque chose de permanent. La propriétaire de la pension s'appelait Signora Elena, une femme ronde avec un sourire immense et une voix forte. Elle m'a accueillie comme si j'étais de la famille. Elle m'a montré ma chambre. Simple mais propre. Un lit avec une couverture épaisse. Une fenêtre qui donnait sur une petite cour intérieure. Des murs blancs décorés d'images religieuses. C'était parfait. Cette première nuit à Lucca, je n'ai presque pas dormi. Pas à cause du stress ou de la tristesse, mais à cause de l'excitation. J'étais comme une enfant la veille de Noël. Je n'arrivais pas à croire que j'étais vraiment là, que j'avais vraiment tout quitté, que j'avais osé. Le lendemain matin, Signora Elena m'a préparé un petit déjeuner incroyable. Du pain frais, de la confiture maison, du café fort. Elle m'a parlé de Lucca, de son histoire, de ses secrets. Elle m'a donné des adresses de boulangeries, de marchés, d'endroits à visiter. Elle m'a traité avec une gentillesse que je n'avais pas connue depuis longtemps. Après le petit déjeuner, je suis sortie explorer la ville. Les rues étaient étroites et sinueuses. Les façades des maisons étaient magnifiques. Certaines avaient des volets verts, d'autres des balcons fleuris. Il y avait des places avec des fontaines anciennes, des églises avec des clochers qui sonnèrent les heures. J'ai marché pendant des heures, sans but précis, juste pour sentir, pour absorber, pour me laisser porter par cette nouvelle vie. À un moment, je me suis arrêtée dans un petit café sur une place ensoleillée. Il s'appelait Café del Mura. J'ai commandé un espresso. La serveuse m'a souri chaleureusement en me servant. Je me suis assise à une table dehors, malgré la fraîcheur de l'air. Le soleil tapait doucement sur mon visage. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du bonheur. Pas un bonheur éclatant. Juste une sensation douce. Une paix intérieure. Comme si mon corps et mon esprit se détendaient enfin après des années de tension. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai remarqué un homme assis à la table voisine. Il était plus âgé que moi, cheveux gris, lunettes fines. Il lisait un journal en sirotant son café. Il avait l'air paisible. À un moment, il a levé les yeux et nos regards se sont croisés. Il m'a souri poliment. Puis il m'a demandé dans un français hésitant si j'étais française. J'ai été surprise. J'ai hoché la tête. Il a ri doucement et m'a dit qu'il reconnaissait l'accent. Il s'appelait Giovanni. Il vivait à Lucca depuis toujours. Il était professeur de littérature à la retraite. Nous avons commencé à discuter. Au début timidement, puis de plus en plus facilement. Il m'a raconté l'histoire de la ville, ses anecdotes personnelles, ses endroits préférés. Je lui ai dit que je venais d'arriver, que je cherchais un endroit où vivre. Il m'a regardé avec curiosité mais sans jugement.
comme s'il comprenait qu'il y avait une histoire derrière mon arrivée soudaine. Mais il n'a pas posé de questions indiscrètes. Il m'a simplement donné le nom d'une agence immobilière locale. Et il m'a souhaité bonne chance, avec sincérité. Quand je suis repartie, je me sentais légère, pleine d'espoir. Les jours suivants à Lucca ont filé comme dans un rêve. Chaque matin, je me réveillais dans cette petite chambre chez Signora Elena avec la sensation étrange mais merveilleuse d'être exactement où je devais être. Je prenais mon petit déjeuner avec elle dans sa cuisine remplie d'odeurs de café et de pain chaud. Elle me parlait en italien, lentement, pour que je comprenne. Et moi, je répondais avec mes mots maladroits, mes phrases bancales. Mais elle riait avec bienveillance, jamais de moi, toujours avec moi. Elle me corrigeait gentiment et répétait les mots jusqu'à ce que je les prononce correctement. C'était comme apprendre à vivre à nouveau. Comme si je redécouvrais le monde avec des yeux d'enfant. Après le petit déjeuner, je partais explorer. Je marchais sans plan précis. Je me laissais guider par mes pas, par les ruelles qui m'attiraient, par les places ensoleillées. Lucca était une ville qui se révélait lentement. Chaque coin de rue cachait une surprise. Une petite boutique artisanale, un jardin secret, une fresque ancienne sur un mur. J'ai suivi le conseil de Giovanni et je suis allée à l'agence immobilière qu'il m'avait recommandée. Elle se trouvait près de la Piazza Anfiteatro, cette place magnifique construite sur les ruines d'un amphithéâtre romain. L'agent s'appelait Signor Marco, un homme maigre avec une moustache fine et des gestes précis. Je lui ai expliqué ce que je cherchais. Une petite maison, avec un jardin si possible, calme, lumineuse, pas trop loin du centre. Il a hoché la tête en prenant des notes. Puis il m'a montré plusieurs annonces, des photos de maisons aux volets colorés, avec des terrasses couvertes de glycine, des jardins pleins d'oliviers et de citronniers. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Tout cela semblait irréel, comme si je feuilletais un magazine de rêve. Mais c'était réel. C'était possible. J'avais l'argent, j'avais la liberté, j'avais le droit de choisir ma propre vie maintenant. Signor Marco m'a emmené visiter 3 maisons ce jour-là. La première était trop grande, la deuxième trop sombre, mais la troisième. Oh, la troisième. Quand je suis entrée dans cette maison, j'ai su immédiatement. C'était elle. Elle se trouvait à la périphérie de Lucca, dans un quartier tranquille bordé d'arbres. Une petite construction en pierre avec un toit de tuiles rouges. 2 chambres. Une cuisine avec une cheminée, un salon avec de grandes fenêtres qui donnaient sur un jardin sauvage rempli de lavande et de romarin. Les murs étaient épais, frais en été, chauds en hiver. Le sol était en terre cuite usée par le temps. Tout était simple, authentique, apaisant. J'ai marché dans chaque pièce lentement. J'ai touché les murs, j'ai regardé par les fenêtres. J'ai imaginé ma vie ici, mes matins tranquilles. Mes soirées avec un livre, mon jardin où je cultiverais des tomates et des herbes aromatiques. Signor Marco me regardait avec un petit sourire. Il savait déjà que j'avais décidé. Je lui ai demandé le prix. 280 000 €. C'était parfait. J'ai dit oui sur place. Il a semblé surpris. Les gens réfléchissaient généralement plusieurs jours avant d'acheter une maison. Mais moi, je n'avais pas besoin de réfléchir. Cette maison m'attendait. Nous sommes retournés à l'agence. J'ai signé une offre d'achat. J'ai versé un acompte. Signor Marco m'a assuré que tout serait finalisé rapidement, en quelques semaines maximum. En sortant de l'agence, je me suis arrêtée au milieu de la rue. J'ai levé les yeux vers le ciel bleu de Toscane. Et j'ai souri. Un vrai sourire. Pas un sourire poli ou forcé, un sourire qui venait du fond de mon âme. J'avais fait quelque chose pour moi. Quelque chose d'immense. Je m'étais choisi. Moi, Camille. Pour la première fois de ma vie. Le soir même, je suis retournée au café d'El Mura. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par habitude. Peut-être parce que j'espérais secrètement revoir Giovanni. Et effectivement, il était là, à la même table, lisant le même journal, comme s'il faisait partie du décor immuable de cette ville. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. Il m'a fait signe de m'asseoir avec lui. J'ai hésité une seconde, puis je me suis avancée. Nous avons commandé du vin rouge local, épais et généreux.
Et nous avons parlé. Vraiment parlé. Pas de ces conversations superficielles qu'on a avec des inconnus. Non. Nous avons parlé de la vie, de ce qui compte vraiment. Giovanni m'a raconté son histoire, sa femme décédée depuis plusieurs années, ses enfants partis vivre loin, sa solitude choisie. Il m'a dit qu'il avait appris à être heureux seul, que la solitude n'était pas une punition mais une forme de liberté, que vieillir ne signifiait pas mourir, juste ralentir, apprécier différemment. Et moi, pour la première fois, j'ai raconté mon histoire. Pas tout, pas encore, mais une partie. Je lui ai dit que j'avais quitté Paris, que j'avais eu besoin de recommencer, que mes enfants et moi avions pris des chemins différents. Je n'ai pas parlé de la trahison, de l'humiliation, de la douleur, juste l'essentiel, que j'étais là pour moi. Giovanni a hoché la tête lentement. Il a posé sa main ridée sur la mienne, une main chaude, rassurante. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Camille, il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. La vie ne commence pas à la naissance. Elle commence quand on décide d'être soi-même. Ces mots sont entrés en moi comme une bénédiction, comme une permission que j'attendais depuis toujours. Nous sommes restés là jusqu'à tard dans la nuit, à boire du vin, à rire doucement, à partager des silences confortables. Quand je suis rentrée chez Signora Elena, je flottais. J'avais l'impression de marcher sur des nuages. Les semaines ont passé. Les formalités pour l'achat de la maison avancèrent bien. Pendant ce temps, je continuais à découvrir Lucas. Je me suis inscrite à un cours d'italien pour débutants dans une petite école près de la cathédrale. J'étais la plus vieille de la classe. Les autres élèves étaient des jeunes venus du monde entier pour apprendre la langue. Mais personne ne me traitait différemment. Au contraire, ils m'admiraient. Une femme de mon âge qui recommençait tout, qui osait. J'ai aussi trouvé un petit travail à mi-temps dans une librairie du centre-ville. Le propriétaire, un vieil homme doux appelé Signor David, cherchait quelqu'un pour l'aider à organiser les rayons et conseiller les clients. Quand il a appris que j'étais française, il a sauté de joie. Il adorait la littérature française. Nous avons passé des heures à discuter de Balzac, de Hugo, de Colette. Il me payait modestement mais honnêtement. Et surtout, il me traitait avec respect, comme une collègue, comme une égale. Giovanni et moi sommes devenus proches. Nous nous voyons plusieurs fois par semaine, parfois au café, parfois pour des promenades le long des remparts de la ville, parfois pour des dîners simples dans de petites trattorias où les serveurs le connaissaient par son prénom. Il me présentait à ses amis, des gens de son âge, des retraités qui avaient vécu des vies riches et complexes. Il m'accueillait chaleureusement, sans poser de questions embarrassantes, juste avec cette générosité italienne qui réchauffe le cœur. Avec Giovanni, il n'y avait pas de pression, pas d'attente, juste une amitié qui grandissait naturellement. Un jour, alors que nous marchions dans un parc près de ma future maison, il s'est arrêté. Il m'a regardé intensément, et il m'a dit qu'il était heureux que je sois arrivée dans sa vie, que je lui rappelais qu'il était encore capable de ressentir des choses, de s'ouvrir à quelqu'un. Mon cœur s'est serré, pas de tristesse, mais d'émotion pure. Pendant tout ce temps, je n'avais pas touché à mon téléphone. Enfin, pas vraiment. Je l'avais éteint. Je ne voulais pas voir les messages, les appels manqués, les supplications probables d'Élise et Thomas. Une partie de moi savait qu'ils devaient paniquer, que les appartements étaient vendus maintenant, qu'ils avaient dû quitter leur logement, qu'ils se retrouvaient avec seulement 10 000 € chacun. Une partie de moi ressentait de la culpabilité. Mais une autre partie, plus forte, plus sage, savait que c'était nécessaire, qu'ils devaient apprendre, qu'ils devaient comprendre, que les actions ont des conséquences, que l'amour n'est pas une excuse pour tout tolérer. Un soir, alors que j'étais seule dans ma chambre chez Signora Elena, j'ai rallumé mon téléphone. Mon cœur battait fort. L'écran s'est illuminé. 87 messages, 32 appels manqués, tous d'Élise et Thomas. J'ai respiré profondément et j'ai commencé à lire. Les premiers messages d'Élise dataient du jour où elle avait reçu ma lettre. « Maman, c'est quoi ce délire? Appelle-moi immédiatement. » Puis, quelques heures plus tard, « Maman, tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. J'y vis depuis des années. » Ensuite, « Maman, s'il te plaît, réponds. On peut discuter. Je suis désolée si je t'ai blessée. »
Les messages devenaient de plus en plus désespérés au fil des jours. « Maman, Julien est parti. Il m'a laissé quand il a compris que l'appartement n'était pas à moi. Tu avais raison. Mais s'il te plaît, ne me punis pas comme ça. » Puis, plus tard encore, « Je n'ai nulle part où aller. Les acheteurs prennent possession dans une semaine. Maman, je t'en supplie. » Le dernier message d'Élise disait simplement « Je te déteste. Tu es la pire mère du monde. J'espère que tu es contente de ce que tu as fait. » Les messages de Thomas étaient différents, plus calculateurs, plus manipulateurs. « Maman, tu ne peux pas vendre notre maison. Chantal est enceinte. Tu veux que ton petit-fils naisse dans la rue ? » Puis, « Maman, papa serait honteux de toi. Abandonner tes propres enfants comme ça. Ensuite, tu sais quoi ? Garde ton argent. On se débrouillera sans toi. Mais ne viens pas pleurer quand tu seras vieille et seule et que personne ne voudra de toi. Et enfin, j'espère que tu réalises ce que tu as détruit. Cette famille n'existe plus à cause de toi. J'ai lu tous ces messages lentement. Chaque mot me transperçait. Mais en même temps, je voyais clair. Il ne s'excusait pas vraiment. Il ne comprenait pas ce qu'il m'avait fait. Il se voyait comme des victimes, comme si j'étais le monstre. Pas une seule fois il n'avait reconnu leur cruauté. La niche du chien, l'expulsion sous la pluie. Pas une seule fois il n'avait dit « Maman, pardon pour t'avoir traité ainsi. » J'ai fermé le téléphone, j'ai pleuré. Longtemps, pas de regret, mais de tristesse. La tristesse de constater que mes enfants n'étaient pas ceux que j'avais espéré élever, qu'ils étaient devenus des étrangers égoïstes et ingrats, que mon sacrifice de toute une vie n'avait servi à rien. Ou peut-être justement qu'il avait servi à les pourrir, à leur faire croire que tout leur était dû, que maman serait toujours là pour tout arranger. Eh bien non, plus maintenant. Le lendemain, j'ai écrit un dernier message, court, définitif. Élise, Thomas, je vous ai donné ma vie. Vous m'avez jeté comme un déchet. Vous avez ce que vous méritez. Apprenez à vivre par vous-même. Ne me contactez plus. Camille. J'ai envoyé le message, puis j'ai bloqué leur numéro. J'ai supprimé leur contact. J'ai éteint le téléphone à nouveau. Cette fois, définitivement. Ou du moins pour très longtemps. Les jours suivants, je me suis concentrée sur ma nouvelle vie. L'achat de la maison a été finalisé. J'ai signé les derniers papiers chez le notaire. Signor Marco m'a remis les clés avec un grand sourire. Benvenuta a casa, signora Camille. Bienvenue chez vous. Ces mots ont résonné en moi comme une symphonie. Chez moi. J'avais enfin un chez moi, un endroit qui m'appartenait vraiment, où personne ne pourrait me chasser, où j'étais la maîtresse de ma propre vie. J'ai emménagé avec l'aide de Signora Elena et de Giovanni. Ils sont venus avec des cartons, des fleurs, des gâteaux faits maison. Giovanni a même apporté une vieille table en bois qu'il n'utilisait plus. Pour ton jardin, a-t-il dit, pour que tu puisses prendre ton café dehors le matin. J'étais tellement émue que je n'arrivais pas à parler. Je les ai juste serrés dans mes bras. Ces inconnus devenus ma famille. Les premières semaines dans ma maison ont été magiques. Je me réveillais avec le chant des oiseaux. Je préparais mon café dans ma petite cuisine. Je sortais dans mon jardin pieds nus. L'herbe était fraîche sous mes pieds. L'air sentait la lavande et le citron. Je m'asseyais à cette table offerte par Giovanni et je restais là, simplement, à regarder le ciel changer de couleur avec le lever du soleil. Je n'avais jamais connu une telle paix, une telle plénitude. J'ai commencé à jardiner. Je ne connaissais rien au jardinage. Mais Giovanni m'a tout appris. Comment planter des tomates, comment tailler les rosiers, comment arroser sans noyer les racines. Nous passions des après-midi entiers à genoux dans la terre, les mains sales, le dos douloureux, mais le cœur léger. Il me racontait des histoires de son enfance, de sa Toscane natale, de ses parents paysans. Et moi, petit à petit, je lui racontais la mienne, la vraie, celle que je n'avais jamais dite à personne. Je lui ai parlé de mon mariage raté, de cet homme que j'avais aimé et qui m'avait abandonné avec 2 enfants, de la honte que j'avais ressentie, de la peur aussi, peur de ne pas y arriver, peur que mes enfants souffrent. Je lui ai raconté les années de galère, les nuits blanches, les fins de mois impossibles, les sourires forcés devant Élise et Thomas pour qu'ils ne voient pas ma détresse. Je lui ai dit combien j'avais travaillé dur,
Combien j'avais tout sacrifié. Et comment, au final, ça n'avait servi à rien. Giovanni écoutait sans m'interrompre, ses yeux bruns fixés sur moi, pleins de compassion. Quand j'ai eu fini, il a posé sa main sur ma joue. « Camille, tu n'as pas échoué. Tu as survécu. Et maintenant, tu vis. C'est une victoire. » J'ai fondu en larmes dans ses bras, des larmes de soulagement, de libération. Quelqu'un comprenait enfin. Notre relation a évolué naturellement. Nous n'avons jamais eu de grandes conversations sur ce que nous étions l'un pour l'autre. Nous étions simplement ensemble. Giovanni venait chez moi presque tous les jours. Parfois, il apportait des légumes de son propre jardin. Parfois, du pain frais. Parfois, juste lui-même. Nous cuisinions ensemble, nous mangions ensemble, nous riions ensemble. Un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse en regardant les étoiles, il a pris ma main. Sa main était chaude et rugueuse, rassurante. Il ne m'a pas demandé si je voulais être avec lui. Il ne m'a pas fait de déclaration grandiloquente. Il a juste dit « Je suis heureux avec toi, Camille. Chaque jour avec toi est un cadeau. » J'ai serré sa main plus fort. « Moi aussi, Giovanni, moi aussi. » Et c'était suffisant, plus que suffisant. Les mois ont passé comme dans un rêve. Je travaillais à la librairie 3 matinées par semaine. J'adorais ce travail. Conseiller les clients, découvrir de nouveaux livres, discuter littérature avec Signor David. Le reste du temps, je le consacrais à mon jardin, à mes promenades dans Lucca, à mes cours d'italien qui s'amélioraient peu à peu. Giovanni et moi voyagions parfois le week-end. Nous sommes allés à Florence voir les musées. À Pise observer la tour penchée en riant comme des touristes. À Sienne nous perdre dans les ruelles médiévales. Partout où nous allions, nous découvrions ensemble. Nous apprenions ensemble. Nous vivions ensemble, sans contrainte, sans obligation. Juste 2 êtres humains qui avaient choisi de partager leur chemin. Ma vie était devenue ce que je n'avais jamais osé imaginer. Simple, belle, vraie. Un jour, Signora Elena m'a demandé si je n'avais pas de regrets, si je ne pensais pas à mes enfants. Nous étions dans sa cuisine, buvant du thé. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Bien sûr que je pense à eux, ai-je dit. Ils sont mes enfants. Je les aimerai toujours. Mais je ne regrette rien. Ils devaient apprendre. Et moi, je devais vivre. Elle a hoché la tête avec sagesse. L'amour maternel n'est pas synonyme d'esclavage, a-t-elle murmuré. Une mère a le droit d'être heureuse aussi. Ces mots m'ont réconforté. J'avais fait le bon choix. Je le savais au plus profond de moi. Mon téléphone restait éteint dans un tiroir. Je n'avais aucune envie de le rallumer. Les ventes des 2 appartements avaient été finalisées. L'argent était sur mon compte. J'avais encore plus de 700 000 €. De quoi vivre confortablement jusqu'à la fin de mes jours. Je n'avais besoin de rien d'autre. Giovanni m'a demandé un jour si je voulais l'épouser. Nous étions au marché, achetant des fruits. La question m'a surprise. Je l'ai regardé, interloqué. Il a souri doucement. Pas pour le mariage en lui-même, juste pour que tu saches que je suis sérieux, que tu n'es pas un passe-temps, que tu es ma compagne, ma partenaire, ma vie. J'ai réfléchi, puis j'ai secoué la tête en souriant. Giovanni, je n'ai pas besoin de papier pour savoir ce que nous sommes. Restons libres. Restons nous-mêmes. Il a ri. Tu as raison. Les papiers ne changent rien à l'amour. Et nous avons continué nos courses, main dans la main, comme si de rien n'était. Ma vie était parfaite ainsi, sans complications, sans attaches inutiles, juste de l'authenticité, de la sincérité, de la joie pure. Pour la première fois de mon existence, j'étais heureuse, vraiment heureuse, et personne ne pouvait me reprendre ça. La vie à Lucca s'installait doucement dans une routine apaisante, une routine que je n'aurais jamais cru possible. Chaque matin, je me levais avec le soleil. Je préparais mon café dans cette petite cuisine qui sentait bon la pierre ancienne et le bois. Je sortais sur ma terrasse avec ma tasse fumante et je m'asseyais à cette table que Giovanni m'avait offerte. Le jardin s'éveillait avec moi. Les oiseaux chantaient. Les abeilles bourdonnaient déjà autour des lavandes. L'air était doux, parfumé. J'avais planté des tomates qui poussaient généreusement, des courgettes, des herbes aromatiques. Chaque légume que je récoltais me remplissait d'une fierté enfantine. Moi qui n'avais jamais eu le temps de jardiner à Paris. Moi qui courais toujours après le temps.
Maintenant, j'avais tout le temps du monde. Et ce temps m'appartenait entièrement. Giovanni passait presque tous les jours. Il arrivait en milieu de matinée avec son sourire tranquille et ses mains pleines de cadeaux. Un bouquet de fleurs sauvages, des figues fraîches de son jardin. Parfois, juste un journal qu'il voulait partager avec moi. Nous prenions un autre café ensemble. Nous discutions de tout et de rien. De politique italienne que je commençais à comprendre, de littérature, de philosophie, de la vie tout simplement. Giovanni était un homme cultivé. Il avait passé sa vie à enseigner. Il connaissait par cœur Dante, Léopardi, Pavese. Il me lisait des poèmes en italien et je m'efforçais de comprendre. Parfois, je n'y arrivais pas. Alors, il traduisait, lentement, avec patience. Sa voix grave et chaleureuse faisait vibrer les mots. Je l'écoutais les yeux fermés. Je me sentais vivante, pleinement vivante. Nous passions des après-midi entiers dans le jardin. Lui m'apprenait à tailler les rosiers, à reconnaître les mauvaises herbes, à comprendre les saisons de chaque plante. J'étais une élève appliquée. J'absorbais tout, chaque information, chaque conseil, comme si je rattrapais des décennies perdues, des décennies où je n'avais fait que travailler et survivre. Maintenant, je vivais, je créais, je cultivais. Et ces gestes simples, ces mains dans la terre, cette sueur sur mon front, tout cela avait un sens profond que je n'avais jamais ressenti auparavant. Giovanni me regardait souvent avec tendresse. Il me disait que j'avais des mains de jardinière, que j'étais faite pour cette vie, que je rayonnais. Et c'était vrai. Je le sentais. Je rayonnais de l'intérieur, comme si une lumière longtemps éteinte s'était rallumée. Les soirées étaient mes moments préférés. Giovanni et moi cuisinions ensemble. Il m'apprenait les recettes toscanes traditionnelles, la ribollita, la papa al pomodoro, les piccicaccio et pepe, des plats simples mais délicieux. Faits avec des ingrédients frais et locaux, nous achetions tout au marché, les légumes, le fromage, l'huile d'olive pressée à la main. Giovanni connaissait tous les producteurs. Il me présentait à chacun d'eux. Signor Antonio qui vendait les meilleures tomates. Signora Lucia avec ses fromages de brebis. Le jeune Marco et son miel doré. Il m'accueillait avec chaleur. Il me demandait comment j'allais, si je m'habituais à la vie italienne, si j'étais heureuse. Et je répondais toujours oui. Oui, je suis heureuse, plus que je ne l'ai jamais été. Après le dîner, nous nous installions sur la terrasse avec un verre de vin rouge. Le ciel de Toscane devenait rose, puis orange, puis violet. Les étoiles apparaissaient une à une. Nous restions là sans parler pendant de longs moments, juste à écouter le silence. Ce silence n'était pas vide, il était plein, plein de paix, de sérénité, de compréhension mutuelle. Giovanni prenait ma main, je posais ma tête sur son épaule. Nous étions bien, tellement bien. Parfois il me racontait des souvenirs de sa femme disparue. Il me parlait d'elle avec amour, sans tristesse excessive, juste avec cette nostalgie douce de quelqu'un qui a aimé et qui garde les belles choses. Je l'écoutais sans jalousie. Au contraire, j'admirais sa capacité à aimer encore après avoir perdu, et lui aussi m'écoutait quand je parlais de ma vie d'avant, de mes erreurs, de mes regrets. Il ne me jugeait jamais. Il comprenait. Un jour, alors que nous nous promenions le long des remparts de Lucca, Giovanni s'est arrêté brusquement. Il m'a regardé intensément. Ses yeux brillaient d'une émotion que je n'avais pas vue auparavant. « Camille, m'a-t-il dit, je veux que tu saches quelque chose. » Mon cœur s'est accéléré. « Quoi donc ?» Il a pris mes deux mains dans les siennes. « Tu m'as redonné envie de vivre. Après la mort de ma femme, je me contentais d'exister. Je faisais les gestes, mais je ne ressentais plus rien. Avec toi, tout est revenu. La joie, l'excitation, l'envie de me lever le matin. Tu es un cadeau. » J'ai senti les larmes monter. Des larmes heureuses. « Giovanni, toi aussi tu es un cadeau. Tu m'as montré qu'il n'était pas trop tard, que je pouvais encore être aimée, que je méritais d'être aimée. » Nous nous sommes embrassés là, sur ces vieux remparts, avec la ville étalée en contrebas et le soleil couchant qui nous enveloppait de sa lumière dorée. Mon italien s'améliorait de jour en jour. Je parlais maintenant couramment avec les commerçants, avec mes collègues de la librairie, avec mes nouveaux amis,
Car oui, j'avais des amis, Signora Elena bien sûr, mais aussi d'autres personnes. Maria, une femme de mon âge qui venait souvent à la librairie. Nous avions commencé à prendre le café ensemble. Elle était veuve, elle vivait seule dans une grande maison. Nous partagions nos histoires, nos solitudes passées, nos joies présentes. Il y avait aussi Franco, le voisin, un homme bourru mais au grand cœur. Il m'apportait des légumes de son potager. En échange, je lui prêtais des livres. Nous avions développé cette petite routine sympathique. Et puis, il y avait tous les habitués de la librairie. Ces lecteurs passionnés qui venaient chercher des conseils, qui revenaient me remercier, qui m'invitaient parfois à des événements culturels. Ma vie sociale était riche, authentique, loin des obligations factices de Paris. Un après-midi, alors que je travaillais à la librairie, une jeune femme est entrée. Elle devait avoir la trentaine. Elle regardait les rayons avec cette expression perdue des gens qui cherchent quelque chose sans savoir quoi exactement. Je me suis approché. « Posso aiutarla ? Puis-je vous aider ?» Elle m'a souri timidement. « Oui, merci. Je cherche un livre pour ma mère. Elle est malade. Je voudrais quelque chose qui lui remonte le moral. » J'ai réfléchi. Puis j'ai pris un livre de poésie d'Alda Merini, une poétesse italienne qui avait traversé la folie et la souffrance pour en faire de la beauté. Celui-ci, ai-je dit, il parle de résilience, de renaissance, de la capacité à trouver la lumière même dans l'obscurité. La jeune femme a feuilleté le livre. Ses yeux se sont remplis de larmes. C'est parfait. Merci. Vraiment. En la regardant partir, j'ai pensé à mes propres enfants. Me cherchait-il encore ? Pensait-il à moi ? Avait-il compris ? Ces questions me traversaient parfois. Mais elles ne me hantaient plus. J'avais fait mon deuil. Le deuil de la relation que j'avais espérée avec Élise et Thomas. Le deuil de la famille parfaite que je n'aurais jamais. Mais en échange, j'avais trouvé autre chose. Une paix intérieure, une liberté, un amour vrai et respectueux avec Giovanni, des amitiés sincères, une vie qui avait du sens. Ma vie, pas celle que les autres attendaient de moi, pas celle que je croyais devoir vivre pour être une bonne mère. Non, ma propre vie, authentique, imparfaite, belle. Je me regardais dans le miroir le matin et je ne reconnaissais presque plus la femme d'avant, celle qui était revenue tremper des Maldives pour trouver ses affaires sur le trottoir. Cette femme brisée avait disparu. À sa place, il y avait moi, Camille. Une femme de 60 ans qui souriait, qui riait, qui aimait, qui vivait. Giovanni m'a emmené un week-end dans un petit village de montagne. Un endroit isolé avec une vue spectaculaire sur les vallées toscanes. Nous avons loué une chambre dans une auberge familiale. Le soir, nous avons dîné sur une terrasse surplombant les collines. Le ciel était incroyablement étoilé. On voyait la Voie lactée. Giovanni m'a montré les constellations. La Grande Ourse, Cassiopée, Orion. Je les regardais, émerveillé comme une enfant. « Tu sais, m'a dit Giovanni, les étoiles sont des soleils lointains. Chacune d'elles pourrait avoir des planètes, des vies, des histoires. » J'ai souri. « Comme nous. » Il a hoché la tête. « Exactement comme nous. Nous sommes une petite histoire dans l'immensité de l'univers. Mais c'est notre histoire. Et elle compte. Nous sommes restés là jusqu'à tard dans la nuit, enveloppés dans des couvertures, serrés l'un contre l'autre, regardant l'infini. De retour à Lucca, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre papier. Elle venait de France. Mon cœur s'est serré en voyant l'enveloppe. Je l'ai posée sur la table. Je l'ai regardée pendant plusieurs minutes sans oser l'ouvrir. Giovanni était avec moi. Il a vu mon trouble. « Tu veux que je reste ou que je parte ?» m'a-t-il demandé doucement. « Reste, s'il te plaît. » J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. C'était une lettre de Thomas. Son écriture était maladroite, hésitante. Je me suis assise et j'ai commencé à lire. « Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu veux encore entendre parler de moi. Mais il fallait que je t'écrive. Chantal a accouché. C'est une fille. Nous l'avons appelée Camille. Comme toi. Je voulais que tu saches. Je voulais aussi te dire que j'ai compris. Pas tout de suite. Mais maintenant, oui. J'ai compris ce que nous t'avons fait. La niche du chien. Ces mots me hantent. Je ne peux pas croire que je t'ai dit ça. Maman,
Je suis désolé, vraiment désolé. J'ai continué à lire à travers mes larmes. Nous avons dû recommencer de zéro, avec les 10 000 euros que tu nous as laissés. Nous avons loué un petit appartement. Chantal a repris le travail. Moi aussi. Nous nous débrouillons. C'est dur, très dur, mais je réalise maintenant tout ce que tu as fait pour nous. Toutes ces années où tu t'es sacrifié. Et nous, on n'a rien vu. On a tout pris pour acquis. Élise aussi a compris. Elle m'a appelée. Elle pleure souvent. Elle regrette. Elle voudrait te parler. Mais elle a peur que tu la détestes. Maman, nous ne te demandons pas de revenir. Nous ne te demandons pas de nous pardonner. Nous savons que nous ne le méritons pas. Nous voulions juste que tu saches, que nous avons compris, que tu nous manques, que notre fille portera ton nom, en espérant qu'un jour, peut-être, tu voudras la connaître. Ton fils qui t'aime, Thomas. J'ai posé la lettre, j'ai pleuré. Giovanni m'a prise dans ses bras sans rien dire. Il m'a juste tenue. Longtemps. Très longtemps. Quand je me suis calmée, je lui ai lu la lettre. Il a écouté attentivement. Puis il m'a demandé ce que je ressentais. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Je suis triste. En colère encore un peu, mais aussi soulagée. Soulagée qu'ils aient compris, qu'ils grandissent enfin. Giovanni a hoché la tête. Et que vas-tu faire? J'ai regardé par la fenêtre. Mon jardin, ma maison, ma vie. Rien pour l'instant. J'ai besoin de temps, de digérer tout ça. Peut-être qu'un jour je leur répondrai. Peut-être que je rencontrerai ma petite fille. Mais pas maintenant. Pas tout de suite. Giovanni m'a embrassé sur le front. Prends ton temps. Tu as le droit. Les semaines suivantes ont été étranges. La lettre de Thomas restait posée sur ma table de chevet. Je la relisais parfois, surtout le passage où il parlait de sa fille. Ma petite fille, Camille, porteur mon nom. Cette pensée me bouleversait à chaque fois. Une partie de moi voulait prendre le premier train pour Paris, voir ce bébé, le tenir dans mes bras, mais une autre partie, plus sage, plus prudente, me retenait. J'avais construit quelque chose ici, une vie, un équilibre. Était-ce sage de tout remettre en jeu pour des enfants qui m'avaient tant blessé, même s'ils regrettaient maintenant? Giovanni sentait mon trouble. Il ne me pressait jamais. Il me laissait réfléchir. Mais il était là. Toujours là. Présent. Solide comme un roc. Un soir, alors que nous dînions chez lui, il m'a posé la question directement. « Tu veux retourner à Paris, n'est-ce pas ?» J'ai levé les yeux vers lui. « Je ne sais pas. Peut-être. Un jour. Mais j'ai peur. »« Peur de quoi ?» a-t-il demandé doucement. J'ai réfléchi avant de répondre. Peur de replonger. Peur de redevenir cette femme qui se sacrifie, qui oublie ses propres besoins. Peur de leur pardonner trop vite et de me faire avoir encore. Peur aussi de ne rien ressentir en voyant cette petite fille. Et si je n'arrivais pas à l'aimer, ce serait horrible. Giovanni a pris ma main. « Camille, tu es différente maintenant. Tu as appris à te respecter, à poser des limites. Tu ne redeviendras pas cette femme. C'est impossible. Tu as changé, en profondeur. Et pour ce qui est du bébé, tu ne peux pas savoir ce que tu ressentiras avant de l'avoir. Peut-être rien, peut-être tout. Mais tu as le droit de découvrir. » Ces mots m'ont apaisée. Il avait raison. Je n'étais plus la même. Je ne pouvais plus être manipulée aussi facilement. J'avais des outils maintenant, des limites claires, une vie à protéger. J'ai décidé de ne pas répondre immédiatement à Thomas. J'avais besoin de plus de temps, de continuer à vivre ma vie ici, de consolider ce que j'avais construit. Les mois ont passé. L'hiver est arrivé doucement en Toscane. Les journées raccourcissaient. Les températures baissèrent légèrement. Mais c'était un hiver doux comparé à Paris. Mon jardin se reposait. Les plantes entraient en dormance. Giovanni et moi passions plus de temps à l'intérieur. Devant la cheminée, à lire, à écouter de la musique, à cuisiner des plats réconfortants. Nous avons célébré Noël ensemble, juste nous deux. Un repas simple, des bougies, des cadeaux modestes mais choisis avec soin. Il m'a offert un châle en laine fait main par une artisane locale. Je lui ai offert une édition ancienne d'un recueil de poèmes de Montal qu'il cherchait depuis longtemps. Nous avons trinqué au vin chaud, à notre rencontre, à notre amour tranquille et profond.
Le soir de Noël, assise devant le feu, j'ai pensé à Élise et Thomas. Se souvenaient-ils de nos Noëls d'avant? Quand ils étaient petits et que je me ruinais pour leur offrir des cadeaux? Quand je cuisinais pendant des jours pour préparer un festin? Avaient-ils pensé à moi aujourd'hui? Probablement. Peut-être avec regret, peut-être avec nostalgie. Je n'étais plus en colère contre eux. La colère s'était dissipée avec le temps. Il restait juste une tristesse sourde, une mélancolie. Le deuil d'une relation qui aurait pu être belle, mais qui ne l'avait pas été. Giovanni a remarqué mon silence. « À quoi penses-tu » J'ai souri faiblement. « À mes enfants. Je me demande comment ils vont. » Il a hoché la tête. « C'est normal. Ils font partie de toi. Tu ne pourras jamais les oublier complètement. Mais tu n'es pas obligé de souffrir pour eux non plus. » Ces paroles étaient justes, comme toujours. Au début de la nouvelle année, j'ai reçu une deuxième lettre. Cette fois, d'Élise. Mon cœur a bondi en voyant son écriture sur l'enveloppe. J'ai attendu d'être seule pour l'ouvrir. Giovanni était parti faire des courses. Je me suis assise dans mon salon. J'ai ouvert l'enveloppe lentement. « Maman, je ne sais pas comment commencer. Je t'ai écrit cette lettre 100 fois dans ma tête. Mais maintenant que je dois vraiment l'écrire, les mots me manquent. Je veux d'abord te dire pardon. Pardon pour t'avoir chassé. Pardon pour t'avoir traité comme si tu ne comptais pas. Pardon pour avoir choisi un homme que je connaissais à peine plutôt que toi. Julien est parti dès qu'il a su que l'appartement n'était pas à moi. Il n'en avait rien à faire de moi. Il voulait juste un endroit où vivre gratuitement. Tu avais raison sur toute la ligne. Mais je ne voulais pas te croire. Je pensais que tu étais jalouse, que tu ne voulais pas me voir heureuse. Quelle idiote j'ai été. La lettre continuait. J'ai dû déménager chez une amie, dormir sur un canapé pendant des mois, chercher du travail, accepter n'importe quoi pour payer un loyer. J'ai compris ce que tu avais vécu toutes ces années. Travailler dur, se priver, pour nous, pour que nous ne manquions de rien. Et nous, on ne t'a même pas dit merci. On trouvait ça normal. Maman, j'ai tellement honte. Je me regarde dans le miroir et je ne me reconnais pas. Comment ai-je pu devenir si égoïste, si ingrate? Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches, que je regrette, chaque jour, chaque minute. Thomas m'a dit qu'il t'avait écrit, qu'il t'avait parlé de sa fille, de ta petite fille qui porte ton nom. C'est beau. Moi, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai même plus de copains. Je suis seule. Et c'est bien comme ça. J'ai besoin d'apprendre à être seule, à me débrouiller, à grandir enfin. Si un jour tu décides de revenir nous voir, sache que je serai là, prête à t'écouter, prête à accepter ce que tu décideras. Même si tu décides de ne plus jamais me parler, je comprendrai. Ta fille qui t'aime. Élise. J'ai pleuré en lisant cette lettre, pas des larmes de joie, ni même de tristesse, des larmes complexes, mélangées. Élise avait compris, vraiment compris. Elle avait grandi, elle assumait ses erreurs. C'était plus que ce que j'avais espéré. Mais est-ce que ça changeait quelque chose? Est-ce que leur regret effaçait la douleur qu'ils m'avaient infligée? Je ne savais pas. J'ai rangé la lettre avec celle de Thomas dans un tiroir. Je les relirai plus tard, quand j'aurai la force. Pour l'instant, je devais continuer à vivre, à profiter de chaque jour ici, avec Giovanni, avec mes amis, avec moi-même. Quand Giovanni est rentré, je lui ai montré la lettre. Il l'a lue attentivement, puis il m'a regardé longuement. Alors, j'ai haussé les épaules. Je ne sais toujours pas quoi faire, mais je pense que peut-être, un jour, je pourrai leur pardonner. Pas maintenant, mais un jour. Les mois ont continué à défiler. Le printemps est revenu. Mon jardin a explosé de couleurs. Les fleurs, les légumes, tout poussait avec une vigueur extraordinaire, comme si la terre elle-même célébrait la vie. Giovanni et moi avons planté un cerisier ensemble, pour symboliser notre amour, pour qu'il grandisse avec nous, pour qu'il nous survive peut-être. Nous avons creusé le trou ensemble, mis le petit arbre en terre, arrosé abondamment. Puis, nous nous sommes tenus là, sales et fatigués, regardant cet arbre qui représentait tant pour nous. Dans quelques années, a dit Giovanni, nous mangerons ces cerises,
Et nous nous souviendrons de ce jour. J'ai souri. Oui, nous nous en souviendrons. C'était une promesse d'avenir, quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. L'espoir que demain serait là, que nous serions là, ensemble. Ma vie à Lucca était maintenant bien établie. J'avais mes habitudes, mon travail à la librairie, mes amis, mes promenades favorites, ma maison, mon jardin, Giovanni. Tout était à sa place, tout avait du sens. Je me sentais ancré, enraciné, comme ce cerisier que nous venions de planter. Mais les lettres de mes enfants continuaient de résonner en moi. Elles ne me hantaient pas. Elles étaient juste là, présentes, rappelant que ma vie d'avant existait encore, que mes enfants existaient encore, qu'ils avaient changé, peut-être. Un soir, alors que Giovanni et moi dînions sur la terrasse, je lui ai dit quelque chose qui me trottait dans la tête depuis des semaines. « Giovanni, je pense que je vais leur répondre. » Il a levé les yeux de son assiette. « Vraiment ?» J'ai hoché la tête. « Oui, pas pour leur dire que tout est pardonné, mais pour leur dire que je suis vivante, que je vais bien, que j'ai refait ma vie et que peut-être, dans quelques années, nous pourrons nous revoir, mais à mes conditions. » Giovanni a souri. « C'est sage. Tu dois leur montrer que tu n'es plus celle qu'ils ont connue, que tu as changé, que tu as des limites maintenant. » J'ai pris sa main. « Tu m'as tellement aidé, tu sais. Sans toi, je ne serais peut-être jamais arrivée à ce stade. Tu m'as montré ce qu'était l'amour vrai, le respect, la considération. » Il a porté ma main à ses lèvres. « Non, Camille, c'est toi qui as fait le travail. Moi, j'étais juste là. Tu avais la force en toi depuis toujours. Tu ne le savais pas. Mais maintenant, tu le sais. Cette nuit-là, j'ai écrit 2 lettres. Une pour Thomas, une pour Élise. Courtes, claires, sans animosité mais sans faiblesse non plus. Je leur disais que j'avais reçu leurs lettres, que j'appréciais leurs excuses, que je comprenais qu'ils avaient grandi, mais que j'avais besoin de temps encore, que j'avais refait ma vie en Italie, que j'étais heureuse, que peut-être, dans quelques années, nous pourrions nous revoir, mais que pour l'instant, je devais continuer à vivre pour moi. Je leur souhaitais bonne chance. Je leur disais que je les aimais encore, mais différemment, avec distance, avec protection. J'ai posté ces lettres le lendemain. En sortant de la poste, je me suis sentie libérée. Comme si un poids s'était envolé. J'avais fait ce que je devais faire, le reste ne dépendait plus de moi. J'ai marché dans les rues de Lucca avec un sentiment de paix profonde. Les touristes commençaient à arriver avec le printemps. Ils photographiaient tout, émerveillés par la beauté de cette ville. Et moi, j'avais la chance d'y vivre, de faire partie de cette beauté, de ces ruelles anciennes, de cette histoire millénaire. J'étais chez moi, vraiment chez moi. Giovanni m'attendait au café. Il avait commandé 2 expressos. Nous les avons bu en silence. Un silence complice. Puis il m'a demandé si j'avais envie de partir en voyage, peut-être en Sicile, découvrir une autre facette de l'Italie. J'ai souri. Oui, j'aimerais beaucoup. Et nous avons commencé à planifier, à rêver, à imaginer, comme un couple normal, comme des gens qui ont toute la vie devant eux. Parce que c'était vrai, nous avions toute la vie devant nous, et nous allions en profiter, pleinement, intensément, librement. Plusieurs années ont passé depuis ce jour où j'ai posté mes lettres. Plusieurs années de paix, de bonheur tranquille, de vie authentique. Je suis maintenant à un âge où beaucoup de gens se contentent d'attendre la fin. Mais pas moi. Chaque jour est une découverte. Chaque matin est un cadeau. Giovanni et moi avons voyagé. Nous sommes allés en Sicile comme prévu. Nous avons exploré Palerme, Taormina, Syracuse. Nous avons mangé des arancini sur des places brûlantes de soleil. Nous avons nagé dans des eaux turquoises. Nous avons ri, beaucoup ri. Nous sommes aussi allés à Venise, à Rome, à Naples, partout où nos envies nous portaient, sans contrainte, sans obligation. Juste 2 personnes qui profitaient de chaque instant. Mon italien est devenu fluide. Je pense même parfois en italien maintenant. Je lis des livres italiens sans difficulté. Je discute politique avec les habitués du café. Je me sens italienne presque autant que française. La librairie est devenue une 2e maison.
Signor David a vieilli. Il me confie de plus en plus de responsabilités. Je gère les commandes. J'organise des rencontres avec des auteurs, des clubs de lecture. La librairie est devenue un lieu vivant, un lieu de rencontre et d'échange. Les clients me connaissent. Ils me demandent conseil. Ils me racontent leur vie, leurs problèmes, leurs joies. Je suis devenue une figure du quartier, Camille la Française, celle qui a tout quitté pour recommencer. Mon histoire circule, elle inspire. Des femmes viennent me parler, des femmes malheureuses, coincées dans des situations difficiles. Elles me demandent comment j'ai fait. Comment j'ai trouvé le courage? Je leur réponds toujours la même chose. Le courage ne vient pas d'un coup. Il se construit, petit à petit, décision après décision. Et un jour, on se réveille et on réalise qu'on est libre, vraiment libre. Giovanni et moi vivons toujours séparément, chacun dans sa maison. Mais nous passons presque tout notre temps ensemble. C'est un équilibre qui nous convient parfaitement. Nous avons notre indépendance, notre espace personnel, mais nous partageons tout le reste. Les repas, les promenades, les voyages, les silences, les rires. Notre amour n'a pas besoin de papier, ni de cohabitation forcée. Il existe, c'est suffisant. Le cerisier que nous avons planté ensemble a grandi. Il a donné ses premières cerises cette année. Nous les avons mangées ensemble. Sucrées, parfaites, un symbole de ce que nous avons construit. Quelque chose qui pousse, qui dure, qui porte des fruits. Giovanni plaisante souvent en disant que cet arbre nous survivra, qu'il sera notre héritage, notre trace dans ce monde. Je trouve cette idée belle. Nous ne laissons peut-être pas d'enfants derrière nous, mais nous laissons cet arbre, ces souvenirs, cet amour. Mes enfants et moi avons échangé quelques lettres au fil des années. Jamais beaucoup, jamais trop. Juste assez pour maintenir un lien fragile. Thomas m'envoie des photos de sa fille, Camille, ma petite fille. Elle a maintenant plusieurs années. Elle est magnifique. Des boucles brunes, des yeux pétillants, un sourire qui illumine les photos. Je les regarde longuement. Je ressens quelque chose, de la tendresse, de la curiosité, mais pas cette envie dévorante de la voir immédiatement, pas ce besoin urgent de faire partie de sa vie. Peut-être que ça viendra, peut-être pas. J'accepte cette incertitude. Élise m'écrit aussi. Elle me raconte sa vie. Elle a trouvé un travail stable. Elle vit seule. Elle dit qu'elle apprend à s'aimer, à se suffire. Je suis fière d'elle. Même de loin. Même sans être présente physiquement. Elle a grandi. Enfin. Ils ont tous les deux grandi. Un jour, Thomas m'a appelé. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis des années. Mon cœur s'est serré en voyant son nom s'afficher. J'ai hésité avant de décrocher, puis j'ai répondu « Allô ?» Sa voix était différente, plus mature, plus posée. « Maman, c'est Thomas. Ne raccroche pas, s'il te plaît. » Je suis restée silencieuse. « Je sais que tu as besoin de temps. Je respecte ça. Mais je voulais te dire quelque chose d'important. » J'ai attendu. « Maman, je voulais te dire merci. Merci de nous avoir forcés à grandir, à nous débrouiller. Je sais que tu ne l'as pas fait par méchanceté. Tu l'as fait parce que c'était nécessaire. Et tu avais raison. Nous étions des enfants gâtés, des adultes immatures. Maintenant nous sommes différents. Nous avons compris. Et je voulais juste que tu saches que je ne t'en veux pas. Au contraire, je t'admire. » J'ai senti les larmes monter. « Merci Thomas. Merci de me dire ça. » Il a continué. « Et je voulais te demander quelque chose. Pas maintenant, mais peut-être un jour. Est-ce que tu accepterais de rencontrer ta petite fille? Pas pour revenir dans nos vies à plein temps, juste pour qu'elle te connaisse, pour qu'elle sache qu'elle a une grand-mère extraordinaire. » J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Giovanni me regardait. Il me tenait la main, me donnait sa force. « Thomas, je ne sais pas. Peut-être. Un jour. Mais pas tout de suite. J'ai besoin de continuer à vivre ma vie ici, à protéger ce que j'ai construit. Tu comprends ?» Il a soupiré. « Oui, maman. Je comprends. Et je respecte.
Prends tout le temps dont tu as besoin. Nous serons là. Quand tu seras prête. Si tu es prête un jour. » Nous avons raccroché peu après. J'ai pleuré dans les bras de Giovanni, des larmes mélangées, de tristesse, de soulagement, de fierté aussi. Fierté que mes enfants aient enfin compris, qu'ils respectent mes limites, qu'ils aient grandi. C'était tout ce que j'avais espéré. Peut-être même plus. Giovanni m'a bercé doucement. « Tu as bien fait, Camille. Tu as gardé ta dignité, tes limites. C'est courageux. » J'ai hoché la tête contre sa poitrine. J'espère que je ne le regretterai pas. Il a souri. Tu ne regretteras rien. Parce que tu vis selon tes propres termes. C'est la seule façon de vivre vraiment. Les saisons ont continué à défiler. Chaque année apportait son lot de changements, de petites évolutions. Signor David a pris sa retraite complète. Il m'a proposé de racheter la librairie. J'ai accepté avec joie et émotion. La librairie était maintenant la mienne. Mon projet, mon bébé. Je l'ai réaménagé légèrement. Ajouté un coin café, organisé plus d'événements. Elle est devenue un lieu encore plus vivant, encore plus chaleureux. Les gens venaient non seulement pour acheter des livres, mais pour se retrouver, pour discuter, pour partager. J'étais fière de ce que j'avais créé, de ce petit royaume de papier et d'encre. Giovanni continuait à venir chaque jour. Il s'asseyait dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. Il lisait, il observait, il me souriait quand nos regards se croisaient. Notre amour n'avait pas faibli. Au contraire, il s'était approfondi, enrichi. Nous nous connaissions par cœur maintenant, nos habitudes, nos silences, nos petites manies, et nous nous aimions encore plus pour tout ça. Un jour, en plein été, j'ai pris une décision importante. J'ai décidé qu'il était temps de revoir mes enfants. Pas pour revenir en arrière, mais pour clore un chapitre, pour en ouvrir un nouveau peut-être. J'en ai parlé à Giovanni. Il m'a encouragée. C'est le bon moment, Camille. Tu es prête, tu es forte, tu sais qui tu es. Tu ne perdras pas ça en les revoyant. J'ai écrit à Thomas et Élise. Je leur ai proposé de venir à Paris, pour quelques jours, pour nous voir, pour parler. Ils ont accepté immédiatement, avec joie, avec soulagement. Nous avons fixé une date, dans quelques mois, à l'automne. Ça me laissait le temps de me préparer mentalement, de renforcer mes défenses, de m'assurer que j'étais vraiment prête. Giovanni a insisté pour m'accompagner, pas pour rencontrer mes enfants, mais pour être là, à Paris, dans un hôtel, pour que je sache qu'il était proche, que je pouvais me réfugier auprès de lui si nécessaire. J'ai accepté avec gratitude. Le voyage en train vers Paris a été étrange. Je n'étais pas revenue depuis mon départ, des années auparavant. Je regardais le paysage défiler, les collines toscanes laissant place aux plaines françaises. Mon cœur battait vite. J'étais nerveuse, excitée, inquiète, tout à la fois. Giovanni tenait ma main. Il ne disait rien. Il était juste là, présent, comme toujours. Quand le train est entré en gare de Lyon, j'ai reconnu cette atmosphère parisienne, cette agitation, ce bruit, ces odeurs. C'était familier et étranger à la fois. Nous avons pris un taxi jusqu'à notre hôtel, un petit établissement charmant dans le Marais. Giovanni s'est installé pendant que je me préparais. Je m'étais donné rendez-vous avec Thomas et Élise dans un café neutre, pas chez eux, pas chez moi, un terrain neutre où nous pourrions parler calmement, sans la charge émotionnelle d'un lieu chargé de souvenirs. J'ai mis une robe simple mais élégante. Je me suis maquillée légèrement. Je me suis regardée dans le miroir. J'étais différente de la femme qui était partie, plus sereine, plus affirmée, plus moi-même. J'ai embrassé Giovanni avant de partir. Je serai de retour dans quelques heures. Il a souri. Prends ton temps. Fais ce que tu as à faire. Je serai là quand tu reviendras. Je suis sortie de l'hôtel. J'ai marché dans les rues parisiennes. Elles étaient pleines de vie, de touristes, de Parisiens pressés. J'ai marché lentement, profitant de chaque instant. Le café était sur une petite place près du Panthéon. Le café Procope. Un endroit historique, chargé d'histoire littéraire. J'y étais allée une fois, il y a longtemps. Je suis arrivée en avance.
Je me suis installée en terrasse, j'ai commandé un café, et j'ai attendu. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient légèrement. Mais j'étais là, prête, enfin prête. Quelques minutes plus tard, je les ai vus arriver. Thomas d'abord, plus vieux, des cheveux grisonnants, des rides autour des yeux. Il tenait la main d'une petite fille, Camille, ma petite fille. Elle était encore plus belle en vrai que sur les photos. Derrière eux, Élise, plus mince, les cheveux coupés courts. Un air sérieux, mais doux. Quand nos regards se sont croisés, le temps s'est arrêté. Ils ont avancé lentement vers ma table. Thomas avait les larmes aux yeux. Élise aussi. Je me suis levée. Nous nous sommes regardés longtemps, sans parler, juste à nous observer, à constater les changements, les années passées. Puis Thomas a murmuré « Maman ». Et j'ai répondu « Bonjour mes enfants ». La petite Camille me regardait avec curiosité. « C'est toi ma mamie ?» a-t-elle demandé avec sa voix fluette. J'ai souri. Mes yeux se sont remplis de larmes. « Oui ma chérie, c'est moi ». Elle m'a souri en retour, un sourire innocent, pur, sans jugement, sans histoire compliquée, juste un sourire d'enfant. Nous nous sommes assis, nous avons commandé des boissons, et nous avons commencé à parler, lentement, prudemment. Thomas et Élise m'ont raconté leur vie, leurs difficultés, leurs apprentissages, leurs regrets. Ils ne cherchaient pas à se justifier, ils reconnaissaient leurs erreurs, pleinement, sincèrement. Je les écoutais, j'observais, je ressentais. Je leur ai raconté ma vie à Luca, Giovanni, la librairie, mon jardin, mon bonheur. Ils écoutaient avec attention, avec respect, avec une sorte d'admiration même. « Tu as l'air heureuse, maman », a dit Élise doucement. « Vraiment heureuse. » J'ai hoché la tête. « Je le suis. Pour la première fois de ma vie, je vis pour moi. Et c'est merveilleux. » Thomas a pris ma main. « Maman, je sais que nous ne pourrons jamais effacer ce que nous avons fait. Mais j'espère qu'un jour, peut-être, tu pourras nous pardonner complètement. Et peut-être, si tu veux, faire partie de la vie de Camille. Pas comme avant, mais d'une nouvelle façon, à ta manière. » J'ai regardé la petite Camille qui dessinait sur une serviette. Son innocence, sa beauté. J'ai senti quelque chose bouger dans mon cœur, une ouverture, petite, fragile, mais réelle. Peut-être, Thomas, peut-être, mais doucement, à mon rythme, avec mes conditions. Il a souri. Oui, à ton rythme, avec tes conditions. Nous avons passé l'après-midi ensemble, à parler, à nous reconnecter, doucement, sans pression, sans attente irréaliste. C'était bien, apaisant, réparateur même. Quand il a été temps de partir, nous nous sommes embrassés, des embrassades prudentes, mais sincères. « On se revoit avant que tu repartes ?» a demandé Élise. J'ai réfléchi. « Oui, demain, si vous voulez. » Ils ont accepté avec joie. Je les ai regardés s'éloigner. Thomas tenant la main de Camille, Élise marchant à côté d'eux, ma famille, imparfaite, blessée, mais peut-être en voie de guérison. Je suis retournée à l'hôtel. Giovanni m'attendait avec un verre de vin. Alors, j'ai souri. C'était bien, vraiment bien. Ils ont changé. Ils comprennent. Et peut-être qu'un jour, nous pourrons reconstruire quelque chose. Différent, mais réel. Giovanni m'a embrassée. « Je suis fière de toi, Camille. Tu as fait preuve de courage aujourd'hui, de sagesse aussi. » Nous avons bu notre vin en silence, unis, forts. Les jours suivants à Paris se sont déroulés paisiblement. J'ai revu Thomas, Élise et la petite Camille. Nous avons marché dans les jardins du Luxembourg. Nous avons mangé des glaces. Nous avons ri. La petite Camille s'est attachée à moi. Elle me tenait la main, me posait 1000 questions. J'ai senti mon cœur s'ouvrir à elle, lentement, précautionneusement, mais sûrement. Le dernier jour, avant de repartir pour Lucas, nous nous sommes retrouvés une dernière fois. Thomas m'a demandé si je reviendrais. « Oui », ai-je répondu. « Peut-être une fois par an, ou deux, pour voir grandir Camille, pour maintenir le lien. Mais ma vie est en Italie maintenant. C'est important que vous le compreniez. »
Ils ont hoché la tête. Nous comprenons, maman. Et nous sommes heureux que tu aies trouvé ton bonheur. Tu le mérites. Élise a ajouté. Et peut-être qu'un jour, nous viendrons te voir là-bas, découvrir ta nouvelle vie. J'ai souri. Oui, j'aimerais ça. Dans le train du retour, j'ai regardé Paris disparaître derrière moi une nouvelle fois. Mais cette fois, ce n'était pas une fuite. C'était un choix serein. J'avais refermé un chapitre. Pas complètement, mais suffisamment. Giovanni dormait à côté de moi, sa tête posée sur mon épaule. Je l'ai regardé avec tendresse. Cet homme qui m'avait sauvé sans même le savoir, qui m'avait montré qu'il n'était jamais trop tard pour vivre, pour aimer, pour être heureuse. Quand nous sommes arrivés à Lucca, j'ai respiré profondément, l'air toscan, l'odeur de ma ville, de ma maison. J'étais de retour, chez moi, vraiment chez moi. Giovanni et moi sommes rentrés. Mon jardin m'attendait. Le cerisier avait encore grandi. Les tomates étaient mûres. Tout était à sa place, comme je l'avais laissé, mais différent aussi. Plus riche, plus plein, parce que j'étais différente. Plus riche, plus pleine. Aujourd'hui, à 63 ans, je regarde en arrière sans regret. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai choisi de vivre, pour moi. Et ça a tout changé. Mes enfants et moi avons une relation maintenant, pas parfaite, mais honnête, respectueuse, basée sur des limites claires, sur une compréhension mutuelle. Je vois ma petite fille 1 ou 2 fois par an. C'est suffisant, c'est bien. Giovanni et moi vieillissons ensemble, lentement, paisiblement. Nous savons que le temps est compté, que chaque jour est précieux. Alors nous ne gaspillons rien. Nous vivons pleinement, intensément, simplement. Ma librairie continue de prospérer. Elle est devenue un lieu important dans la communauté. Un lieu où les gens se retrouvent, où les histoires se partagent, où la vie circule. Je suis heureuse, profondément heureuse. Et si je devais donner un conseil à toutes ces femmes qui me ressemblent, qui se sacrifient sans fin pour leurs enfants, pour leur famille, je leur dirais ceci. Vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit d'être heureuse. Vous n'êtes pas des meubles, vous n'êtes pas des servantes. Vous êtes des êtres humains. Et vous méritez le respect, l'amour, la considération. N'ayez pas peur de poser des limites, de dire non, de choisir vous-même. Même si c'est difficile, même si ça fait mal, parce qu'au final, c'est votre vie, et vous ne la vivrez qu'une seule fois. Alors vivez-la bien, vivez-la pour vous.